Nouvelle édition sur l'ORTB. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce journal. Dans l'actualité ce soir, renforcement de l'école béninoise en infrastructure, le ministre Salman Karimou des enseignements maternels et primaires a reçu les clés de 339 salles de classe, 189 logements pour enseignants et 113 blocs de latrines. La commune de Savet en est la bénéficiaire. 60 ans de vie de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. L'événement est marqué notamment par un symposium organisé à Dakar. Acteurs politiques et experts y ont été conviés à suivre les temps forts de cette célébration. Plus violence à l'égard des femmes et des filles hors de la cité, le festival de Fati renforce la lutte. Une initiative du Fonds des Nations Unies pour la population, un carnaval a marqué le démarrage de cette activité de veille à l'université d'Abomey-Calavi. Voilà pour le sommet. Bienvenue si vous nous rejoignez. On ouvre par cette sensibilisation. La Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine a entamé lundi à Parakou une série de sessions d'information et de sensibilisation sur la libre circulation des personnes, le droit d'établissement et la promotion du secteur privé. Les acteurs sont mieux outillés sur les tests communautaires et les actions pour le développement du secteur privé au sein de l'UEMOA. On fait le point avec Alexis Assoba et Abdoulaye Moune Yakoubou. Forces de sécurité, agents de la douane, transporteurs, acteurs des médias et des professions libérales s'imprègnent de la réglementation communautaire sur la libre circulation des personnes et le droit d'établissement au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. La base juridique est le traité de l'UEMOA, en son article 4, qui fixe un certain nombre d'objectifs. Et parmi ces objectifs, c'est le renforcement de la compétitivité des activités économiques et financières des États membres de l'UEMOA, donc la construction d'un marché ouvert, concurrentiel et un environnement juridique rationalisé et harmonisé. Ensuite, créer entre les États membres un marché basé sur la libre circulation donc des personnes, des biens, des services, des capitaux, le droit d'établissement des personnes exerçant une activité indépendante ou salariée. Depuis 2018, le Bénin est le champion en matière de la libre circulation des personnes dans l'espace communautaire. Grâce au leadership éclairé du chef de l'État, son Excellence Patrice Talon. Dans le domaine du droit d'établissement, les difficultés restent à surmonter. Malgré ces défis, selon le communicateur principal, l'UEMOA est considéré comme un exemple en Afrique en matière de libre circulation et de droit d'établissement. Direction la capitale sénégalaise pour cette célébration. Les banques centrales dans un monde de mutation, c'est le thème central du symposium organisé à Dakar lors de la célébration du 60e anniversaire de la BCEAO. L'événement a réuni dans la capitale sénégalaise des responsables au plus haut niveau de l'institution bancaire ainsi que des acteurs politiques et de nombreux experts. Retour ici sur les temps forts de cette célébration avec Renaud Akapo et Brice Thibozo. L'enseigne de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest était couverte d'or lors de la célébration du cinquantenaire. Elle est désormais entourée d'une constellation de diamants pour marquer d'un saut la célébration à Dakar du 60e anniversaire de la BCEAO. Au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio, les drapeaux des 8 pays membres de l'Union monétaire ouest-africaine flottaient au vent. C'est dans ce décor des grands jours que le ballet incessant de personnalités portait le prélude d'un événement d'envergure internationale. Vous vous laisserez guider par la lumineuse vision des pères fondateurs de notre Union. Ceux-là qui ont imaginé des réponses à la fois novatrices et pragmatiques aux défis de leur temps, voire le plus loin possible, pour ouvrir de nouvelles voies vers les solutions au profit des États. Il y a 60 ans, des États africains ont décidé de bâtir un destin commun pour l'intégration économique. Cette ingénieuse initiative, portée par l'Ivoirien Abdoulaye Fadiga, premier gouverneur de la BCEAO, porte aujourd'hui les germes de la stabilité sous le sceau de l'intégration. La Banque centrale a toujours su relever les défis aux différentes époques pour lui permettre de poursuivre sa marche
au service des États et des populations. Aujourd'hui, il s'agit de tourner nos regards vers l'avenir, au vu des nombreux défis actuels. C'est l'objectif de ce symposium. L'Union monétaire ouest-africaine constitue un modèle réussi d'intégration monétaire qui suscite notre fierté et continue de servir de source d'inspiration à d'autres. Mais la crédibilité et la pérennité d'une union monétaire ne sauraient se limiter exclusivement à la stabilité monétaire. Les banques centrales dans un monde en mutation, c'est le thème central de ce symposium qui a vu défiler de nombreux experts et des personnalités du monde politique et économique. L'occasion a été saisie par les panélistes pour passer en revue certains sujets de grande actualité. Le nouveau gouverneur de la BCEAO a pris les commandes de cette institution. Jean-Claude Cassibrou est officiellement installé dans ses nouvelles fonctions de gouverneur de la BCEAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. C'est à l'issue d'une cérémonie solennelle organisée au siège de l'institution bancaire à Dakar, devant le président en exercice du Conseil des ministres de l'UEMOA et des invités venus de tous les horizons. Le nouveau gouverneur de la BCEAO a indiqué les grandes orientations qui seront au cœur de son mandat. Plus de précisions avec Bruno Akapo et Brice Thibozo. C'est un rituel consacré qui lance le mandat du nouveau gouverneur de la BCEAO. De l'installation le 15 décembre 1974 du premier gouverneur, Feu Abdoulaye Fadiga, au gouverneur sortant, Tiemoko Melie Kone, le cérémonial est resté inchangé. Cette cérémonie solennelle d'installation, qui vient en droite ligne des usages consacrés, vient parachever le processus de prise de fonction du nouveau gouverneur Jean-Claude Cassibrou. Il me plaît de rappeler que le 8 juillet 2022, en ma qualité de président du Conseil des ministres de l'Union, j'ai reçu le serment de Monsieur le gouverneur Jean-Claude Cassibrou de bien et fidèlement diriger la Banque centrale conformément au traité de l'Union, au statut de la BCEAO et aux engagements internationaux contractés par elle. En s'acquittant de cette obligation prescrite par l'article 57 des statuts de la BCEAO, préalablement à son entrée en fonction, le gouverneur a, à compter de cette date, effectivement entamé sa mission, conformément au texte fondateur de notre Banque centrale et de notre Union. L'enjeu est de taille pour la communauté ouest-africaine au regard des défis qui se profilent à l'horizon. La cérémonie qui nous réunit ce matin revêt un double cachet, à la fois symbolique et historique, en raison de sa coïncidence avec la célébration des 60 ans de l'Union monétaire, l'UMOA. Les autorités et le peuple sénégalais sont heureux et honorés d'accueillir à Dakar, durant 2 jours, 2 événements d'importance pour notre Union. Dans un discours très applaudi, le nouveau gouverneur de la BCEAO a fixé le cap. Il n'a pas manqué de rendre un hommage appuyé à ses illustres prédécesseurs. Ces gouverneurs, hommes de grande valeur qui m'ont précédé, ont apporté une contribution décisive à l'édification d'une banque centrale avec des fondements solides. Nous leur devons cet hommage mérité. L'héritage est lourd. Sa sauvegarde et sa consolidation constituent un défi de taille dont je mesure le poids de la responsabilité en ces temps particulièrement difficiles. 6e gouverneur à la tête de l'institution bancaire, Jean-Claude Cassibrou prend ainsi la succession de Tiemoko Melie Kone pour un nouveau mandat placé sous le sceau de la consolidation des acquis. Voyons à présent ces nombreux défis qui se dressent devant la BCEAO. Dans un monde en pleine mutation, les banques centrales sont appelées à répondre à de nombreux défis et définir de nouvelles priorités. Le symposium de Dakar a porté un coup de projecteur sur ces sujets de grande préoccupation. Au centre des discussions, la politique monétaire et la gestion des chocs
mais également une politique de digitalisation plus accrue pour faciliter l'inclusion financière au sein de la communauté ouest-africaine. Emmanuel Asilameo, directeur national de la BCAO pour le Bénin, revient ici sur l'essentiel à retenir de ces diverses questions. On le suit au micro de Renaud Akapo. La priorité forte de la Banque centrale aujourd'hui, c'est de lutter contre l'inflation. C'est de faire baisser l'inflation parce que, comme vous le savez, l'inflation, elle paupérise davantage les populations, elle rogne le pouvoir d'achat des populations. L'inflation érode l'épargne des populations et elle a un impact négatif sur les décisions d'investissement qui sont prises. Soit elle vous fait différer ces décisions d'investissement, ou alors elle rend incertaine ce genre de décision-là. Et donc c'est important que la BCEAO puisse mettre l'accent sur la lutte contre l'inflation. Et puis ensuite, nous sommes dans un monde en pleine mutation, où aujourd'hui les défis technologiques sont très importants et où la finance digitale prend de l'ampleur avec de plus en plus de nouveaux instruments, de nouveaux moyens de paiement. Une des priorités de la Banque centrale, c'est d'accompagner ce mouvement de digitalisation, c'est d'accompagner l'essor prodigieux que nous avons aujourd'hui des paiements électroniques. Et puis après, il y a les priorités, on va dire, un peu plus structurelles. C'est une banque centrale qui a 60 ans, donc c'est normal qu'elle se modernise, qu'elle cherche à se moderniser, à moderniser son mode de fonctionnement, à moderniser son organisation, ses outils pour être un peu plus et davantage à l'écoute des populations et des États. C'est une banque centrale qui doit être résiliente, c'est également une priorité dans un monde où nous avons plein de chocs. Et enfin, c'est une banque centrale qui doit innover pour pouvoir apporter des réponses aux États et aux populations. Mais les priorités qui sont un peu plus structurelles ont été rappelées par le gouverneur de la Banque centrale et qui consistent effectivement à avoir une banque centrale moderne, une banque centrale résiliente et une banque centrale qui innove. Voyons à présent ces autres défis dans le secteur agricole. En ces moments de digitalisation, opérer la révolution numérique dans le secteur de l'agriculture, tel est l'objectif du gouvernement béninois et c'est pour accompagner la stratégie du gouvernement que se tient une série d'activités sur la houlette du laboratoire de biomathématiques et d'estimation forestière. Un séminaire scientifique s'est tenu vendredi dernier sur l'intelligence artificielle et l'agriculture à l'université d'Abomey-Calavi. Freddy Apo et Odette Dosso nous en disent davantage. Plusieurs chercheurs, start-up et étudiants étaient présents à ce séminaire qui se veut être un creuset d'échange pour les acteurs de l'agriculture et des secteurs connexes. À l'ère du numérique, l'intelligence artificielle est un instrument indispensable pour révolutionner le monde agricole. Cependant, l'apparition des machines n'empêchera pas les hommes de rester au centre. Les secteurs connexes de l'agriculture ne resteront pas en marge de la révolution. L'intelligence artificielle offre plus de possibilités à l'aquaculture. Il y a des robots basés sur l'intelligence artificielle que les gens ont déjà mis au point pour automatiquement donner des aliments aux animaux en tenant compte de la croissance et des paramètres environnementaux, des paramètres physiques et chimiques de l'eau de façon automatique. Le gros défi pour les chercheurs à présent est de mettre au point des techniques de collecte de données par l'intelligence artificielle adaptées aux réalités béninoises, notamment sur le plan linguistique. Par exemple, pour le pré-diagnostic du Covid, il y a eu une solution qui a été proposée où la personne appelle et l'intelligence artificielle pose des questions en fond. La personne répond et automatiquement on identifie. En fonction de ces réponses, maintenant, en fonction du score obtenu, on lui fait des recommandations. Plusieurs présentations ont meublé ce séminaire qui ne devrait pas être le dernier du genre à se tenir dans les prochains jours. Voyons à présent cette reconnaissance. Le ministre des Enseignements maternels et primaires, Salman Karimo, a présidé à Kandji la cérémonie de remise de prix aux lauréats du jeu concours de production culturelle. Il est organisé par le programme de lutte contre le VIH-Sida, les infections sexuellement transmissibles et les épidémies, occasion pour les autorités de repréciser le rôle de chaque acteur pour la bonne éducation des enfants. Le reportage de Ezekiel Jaco et Edmond Ngbo.
C'est un jeu concours de production culturelle organisé par le programme sectoriel de lutte contre le sida, la tuberculose, le paludisme, les IST, les hépatites et les épidémies. Il est placé sous la tutelle du ministère des Enseignements maternels et primaires. Objectif, présenter aux apprenants les conséquences des grossesses précoces. Ce jeu concours a connu 4 phases. La première phase est celle de l'inscription. La deuxième phase est celle de la présélection. 23 groupes culturels ont confirmé leur participation. La troisième phase, la phase de sélection, parmi les 5 premières troupes, ont été visualisées et sélectionnées par un jury composé des cadres du ministère des Enseignements maternels et primaires et du ministère du Tourisme, de la Culture et de l'Artisanat. Le thème du jeu concours est précocité des rapports sexuels en milieu scolaire, impact sur ma santé, mon éducation et ma famille. Dès le début de l'année scolaire 2021-2022, 18 cas de grossesse ont été enregistrés dans la seule commune de Kandi. Le thème de cette édition a été retenu pour solliciter l'appui de tous les acteurs sociaux à l'échelle nationale dans l'objectif de donner un véritable coup d'accélérateur à la lutte que mène mon département ministériel contre le fléau qu'incarne la précocité des rapports sexuels, génératrice de l'altération de l'avenir et de devenir de bon âme d'apprenants de nos écoles. Il permet d'impliquer les apprenants dans leur propre prise de décision en s'opposant aux pressions des adultes et de leurs pairs. La participation et la préparation au concours ont été un travail de longue haleine, mais nous sommes récompensés aujourd'hui par les récompenses. Et comme l'a dit Victor Hugo, chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Voyons à présent ce carnaval, lancement du carnaval de Fati et Rémi vendredi dernier sur le campus universitaire d'Abomey-Calavi, initié par le Fonds des Nations Unies pour la population. Cette activité à vocation artistique marque en réalité le lancement des 16 jours d'activisme pour l'élimination des violences à l'égard des femmes et des filles. Les détails avec Nicanor Kovi et Odette Dosso. Voici Fati et Rémi, deux frères et sœurs. Deux marionnettes devenues l'image des efforts de synergie et d'innovation sur l'éducation à la santé sexuelle et la lutte contre les violences basées sur le genre. À ce carnaval mis en scène par Loubindine, ce sont ces personnages au perché qui sont les stars. Donc nous avons organisé le festival de Fati. Aujourd'hui, le grand carnaval de Fati, mais qui s'inscrivait vraiment dans un événement plus grand qui est le festival de Fati. Ce festival a démarré aux alentours du 11 octobre pour la Journée internationale de la jeune fille. Le festival de Fati, pour une série d'activités qui se poursuivent ce 25 novembre avec ce carnaval lancé un jour pas si anodin que ça. Le 25 novembre marque le lancement des 16 jours d'activisme pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des filles. Tout un symbole pour faire le pont entre les thématiques de l'éducation à la santé sexuelle, d'autonomisation des jeunes filles et de lutte contre les violences basées sur le genre qui sont intrinsèquement liées. Fati et Rémi discutent et sensibilisent et leurs actions inspirent des engagements, notamment à l'égard des étudiantes victimes de harcèlement sexuel et de violences basées sur le genre. Plus personne ne va vous stigmatiser aujourd'hui sur l'ensemble de nos campus. Un carnaval dans un festival et 16 jours d'activisme pour l'élimination des violences à l'égard des femmes et des filles. Derrière le spectacle, un engagement citoyen. Et l'école béninoise qui se renforce. Le projet de développement de l'éducation de base se concrétise. Il a été matérialisé par la construction et l'équipement de 339 salles de classe,
de 189 logements pour enseignants et de 113 blocs de latrines à 4 cabines. Le ministre des Enseignements maternels et primaires a reçu les clés et a assisté à l'inauguration de ce joyau à l'école primaire publique de Gobé-Quartier dans la commune de Savès. Le reportage de Ézéchiel Jacob et Edmond Ngo. Les conditions des apprenants de l'école primaire publique de Gobé-Quartier A s'améliorent. Désormais, ils sont dotés d'un module de 3 salles de classe, un autre de 3 logements, d'un bloc de latrines à 4 cabines et un logement d'un point d'eau. Le directeur général de l'Agence de gestion et d'exécution des travaux urbains AGETUR a officiellement remis les clés des infrastructures scolaires construites au ministre des Enseignements maternels et primaires. L'amélioration des conditions de travail du personnel enseignant et celle du cadre d'apprentissage de nos enfants constitue la clé de voûte de la réalisation de bonnes performances dans nos écoles. C'est un projet initié pour assurer une éducation primaire universelle de qualité à tous les enfants du Bénin. Au niveau de tous les sites identifiés pour les infrastructures, les salles de classe sont conçues suivant la norme d'école de qualité fondamentale EQF et occupent une superficie utile de 68,50 m² chacune. Immense est notre joie aujourd'hui car notre complexe a été choisi pour abriter la cérémonie officielle pour la remise définitive des clés aux écoles bénéficiaires. Ce projet est le fruit des réflexions du gouvernement de la République du Bénin à travers le ministère des Enseignements maternels et primaires. Il couvre les départements de la Takora, de la Donga, de la Libori, du Borgou, du Zou et des collines. Les autorités à divers niveaux ont promis faire bon usage de ce joyau. Et dans le reste de l'actualité, cette formation sur la modernité de l'éducation traditionnelle et endogène, des travaux de réflexion des experts sur la mise en place d'un vaste programme éducatif intégrant l'héritage des connaissances ancestrales et valeurs endogènes du Bénin se déroule du 24 au 25 novembre à Grand Popo sous la conduite du président de la Commission permanente éducation et éthique de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin. Ronald Robinson et Jules Akwaikou nous en disent davantage. Les travaux réalisés en janvier 2022 par la Commission permanente éducation et éthique de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres ont conclu à l'existence d'une multitude d'offres de formation au contenu étranger aux réalités du Bénin au sein des universités et écoles du pays. Le système éducatif actuel n'est pas développeur et en le suivant, nous ne pourrions réellement aboutir à un développement harmonieux, inclusif et équilibré de nos sociétés. Ces échanges se penchent non seulement sur le système éducatif formel, mais aussi sur les moyens d'y intégrer les valeurs, savoir-faire et connaissances endogènes, sans négliger les apports de la science moderne au développement. L'atelier de formation sur la modernité de l'éducation traditionnelle et endogénéité participe d'un vaste programme en cours d'élaboration. Son exécution, in fine, redonnera de l'espoir aux fils et filles du Bénin avec à la clé des curricula de formation accouchant des produits moulés dans l'héritage des connaissances ancestrales et valeurs endogènes propres au Bénin. À présent, cette clarification, la situation énergétique dans le Zou, qu'est-ce qui avait plongé le département dans le noir? Comment la situation est-elle revenue à la normale? Ce sujet revient sur le drame et évoque les diligences du gouvernement dans le rétablissement de l'énergie électrique. Ghislain Poguet et Alexis Segwemon nous en parlent. C'est dans la nuit du 13 au 14 novembre 2022 que le drame se produit. À Djimé, dans la commune d'Abomey, au poste de la communauté électrique du Bénin, CEB, l'incendie a ravagé un transformateur et la salle moyenne tension. À 0h30, tout le département du Zou est plongé dans le noir. Il faut dire quand même que c'est un transfo qui est installé, ça fait depuis 1994, environ donc 30 ans. Le 14 novembre matin, à l'initiative du ministre de l'Énergie et des directeurs généraux de la Société béninoise d'énergie électrique et de la CEB, une réunion de crise a été tenue immédiatement. Des groupes et du gazoil, donc les endroits où on peut faire des interventions rapides, ça c'est en cours.
et on va s'assurer que tous les sites stratégiques soient couverts. Il y a au moins une bonne nouvelle, c'est qu'il y avait un transformateur qui était presque prêt à être mis en service, installé par MCA. La clé de la situation, c'est de l'anticipation à mettre à l'actif du ministère de l'Énergie qui, avec le Millennium Challenge Account, a déjà depuis plusieurs mois démarré les travaux d'installation. Heureusement que MCA Bénin 2 avait dans son projet l'installation d'un poste à Bricon. Et très rapidement, comme c'est une situation d'urgence, sur instruction de M. le ministre de l'Énergie. Le gouvernement des États-Unis d'Amérique et le gouvernement du Bénin ont étudié le réseau national électrique du Bénin pour voir les postes qui étaient clés pour la population et pour l'économie nationale. Donc c'était dans ce cadre que le poste de Bricon a été identifié. Un nouveau transformateur flambant neuf et une salle moyenne tension bourrée de technologies de pointe avec des capacités d'extension à l'avenir et de multiples niveaux de protection. Les relais identifient toutes les formes de menaces, de risques, de perturbations qui peuvent intervenir soit du réseau, soit de l'intérieur. Aujourd'hui, un défaut d'alimentation auxiliaire ne peut plus inhiber les protections que nous avons. Tout est bien, qui finit bien. Et on prend la direction du département de la Donga. Dans le septentrion du Bénin, le préfet de la Donga a bouclé sa tournée statutaire. Après Ouaké, il est allé dans la commune de Djougou pour le même exercice, s'enquérir des difficultés des populations et s'assurer de la bonne marche de l'administration. Ossénia Déléqué pour le point. Djougou, la commune qui accueille la dernière étape de la tournée statutaire du préfet de la Donga, Elias Oubiaou Aïné. Une tournée enclenchée depuis ce lundi vise à échanger avec les populations à la base et à réfléchir sur les questions du développement de la commune. Les populations de Djougou travaillent nuit et jour et l'on ne saurait dire qu'elles sont prospères. Nous voudrions, pour terminer, remercier le gouvernement qui, dans les mois qui suivent, d'après les informations et les délégations que nous avons reçues ici, prévoit d'extendre au quartier périphérique de Djougou le courant électrique et l'eau. Plusieurs sujets étaient au cœur des échanges, notamment le problème de la transhumance, de la sécurité et plusieurs autres. Suite aux doléances formulées par les populations à l'endroit de l'autorité préfectorale et sa délégation, ont répondu quelques directeurs départementaux présents à cette cérémonie. Je réitère mes remerciements à l'endroit des sages, des notables, des élus communaux et locaux, des membres, des composantes de la société civile et des populations qui se sont rendus disponibles pour assister à la présente rencontre. Cette visite des communes du département de la Donga prend son fondement dans l'article 281 de la loi numéro 2021 du 20 décembre 2021 portant code de l'administration territoriale en République du Bénin. L'édition de 2022 est donc conjuguée au passé avec une satisfaction totale des populations. Rendez-vous donc à l'année prochaine pour le même exercice. Voyons à présent le point de la tournée statutaire du préfet de la Libori, Ahmed Kissama, a fait le tour des 6 communes que compte son département. Les rencontres ont permis aux maires, aux conseillers communaux et aux élus locaux de passer en revue les problèmes liés à la bonne marche des réformes entreprises dans le secteur de la décentralisation. Pierrette Adayossi et Giscard Povy. C'est par les communes de Karimama et de Malanville que le préfet de la Libori a entamé sa tournée statutaire, la toute première depuis l'avènement des réformes entreprises dans le secteur de la décentralisation. À chacune des étapes, les maires des communes parcourues ont partagé avec l'autorité et sa délégation l'essentiel des préoccupations de leur commune. L'impraticabilité des pistes rurales de la commune, l'attente de la construction du stade omnisport de Karimama, l'insuffisance d'enseignants dans les écoles primaires publiques, la non-disponibilité d'eau potable dans la commune, l'absence d'un centre d'accueil et de protection des enfants vulnérables. Nous sommes en train petit à petit de nous lancer le défi d'être
une commune à statut particulier parce que tout simplement nous en avons la capacité. Mobiliser 1 milliard de francs CFA dans la commune de Malanville, ce n'est pas impossible. Ensemble avec les directeurs départementaux, on essaye de voir les solutions qu'on pourrait leur apporter sur place. Certaines préoccupations font l'objet d'analyses plus approfondies et au besoin, on essaie de les relayer auprès de qui de droit. Les maires des communes ont aussi exprimé leur gratitude à l'endroit du chef de l'État pour les diverses réalisations visant à améliorer les conditions de vie des populations. Le gouvernement fait des efforts d'appui à la commune à travers le FADEC MIT et l'AIC qui aménage les pistes coton. La mairie, pour sa part, a entrepris des mesures de ses moyens, l'aménagement de certains ouvrages. Après l'étape de Banikwara, Gogounou et Segbana, cette tournée statutaire du préfet de la Liborie, démarrée mardi, a connu son acte 3 ce jeudi à Kondi, chef-lieu du 10 département. Le ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale était vendredi dans le département du Mono dans la suite de sa tournée pour apprécier l'état de la gouvernance dans les communes du Bénin. Le point de la synthèse des travaux de la journée avec Ronald Robinson et Jules Akwaïko. Après la visite du cadre de travail du personnel des communes de Bopa et de Lokossa, le ministre de la Décentralisation a tenu une rencontre de synthèse avec tous les responsables des 6 communes du département du Mono. Les dispositions sécuritaires prises pour la période des campagnes législatives au point de la gestion des coopératives d'aménagement rural, de Rouen à Gamin, Koudo et Aïnto, en passant par les résultats encourageants en matière de mobilisation des ressources propres constatés lors de sa dernière tournée statutaire, le préfet Bienvenu Milorin a exposé à l'autorité l'état de la gouvernance dans son département. Par endroits, nous étions sur le terrain aux côtés des acteurs, notamment à Tiémé, lors d'une descente conjointe dans les marchés pour mobiliser les ressources. Pour maintenir le rythme, il a été demandé au secrétaire exécutif d'élaborer et de transmettre à la préfecture un plan trimestriel de mobilisation des ressources fiscales et non fiscales, assorti d'un plan mensuel de descente sur le terrain. Ces performances m'inspirent l'opportunité d'ouvrir une compétition entre nos communes au niveau national et départemental, en référence à certains indicateurs de gouvernance, afin qu'un bonus de transfert substantiel de l'État puisse être accordé aux meilleurs pour consolider les efforts consentis. Des défis restants à relever pour mieux accompagner cette réforme sont présentés au ministre. Des communications ont été présentées sur les stratégies de mobilisation des ressources, les relations avec la tutelle et les offres du centre de formation pour l'administration locale. Un mot de littérature. Les passionnés de la littérature ont retrouvé depuis jeudi le sourire. Et pour cause, le Salon national du livre a de nouveau ouvert ses portes après 2 ans de pause due à la Covid-19. Cette 4e édition qui célèbre la plume féminine a été officiellement lancée vendredi au Palais des Congrès à Cotonou. Jean-Claude James et Christian Debouchy pour le point. Le ruban symbolique sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Ainsi débute ce nouveau voyage au royaume de la littérature. Ami, je t'appelle 3 fois. Hier, tu as divorcé. Aujourd'hui, Modou est mort. Un voyage baptisé Salon national du livre qui en est à sa 4e édition. Le Salon national du livre que nous célébrons ce jour est un moment de réjouissance, de rendez-vous culturel et économique sur l'avenir du livre au Bénin. Pour son comeback, le tapis rouge est dressé à la jambe féminine. En témoigne le thème de cette 4e édition, Femmes et engagement dans la création littéraire en Afrique francophone. Notre salon nous donne l'occasion de célébrer le courage, la bravoure et la détermination de la femme africaine à prendre part aux grandes réflexions sur les thématiques de son temps. J'exprime notre fierté de participer à ce nouveau format du Salon du livre du Bénin. Nous espérons, au regard des moyens déployés pour la réussite du Salon, que des décisions d'envergure seront prises pour davantage rendre compétitif le secteur du livre. Ce salon dure 4 jours. Tous les genres littéraires y sont exposés
et n'attendent que les visiteurs curieux qui ont soif de savoir. Et ces retrouvailles à présent sur le signe de la fraternité, les filles et fils de la commune de Lalo. Dans le Koufou, on célébrait du 25 au 26 novembre, fête de retrouvailles, Lalo-Rouet, Novignon. Plusieurs questions de développement étaient au cœur de ces retrouvailles. Le reportage de Ramatou Lawani et nos compatis. Prière de bénédiction à l'Aloué Novignon édition 2022. L'événement qui a réuni pendant 48 heures les filles et fils de cette commune prône la fraternité et la solidarité. Ce jour est pour la commune de Lalo le symbole de la célébration de la fraternité et de la solidarité. Le niveau des contributions souscrites en est un témoignage éloquent et la manifestation du thème de notre troisième édition qui est « Nos différences font notre richesse ». En ces moments de communion locale, je souhaite que nous puissions trouver dans ces retrouvailles une source d'inspiration, de détermination, de convivialité, de solidarité et de don de soi pour la construction de notre chère et unique commune. Une partie des ressources a été utilisée pour doter de 10 lampadaires solaires l'arrondissement de Titor et l'arrondissement de Nizouin. L'Aloué Novignon a offert des distinctions honorifiques aux 10 meilleures écoles et aux 3 meilleurs CG aux derniers examens de l'année scolaire 2022. À chaque fois que nous allons nous retrouver comme ça, mon souhait est que nous pensions au développement de notre commune. Il y a eu des projets de développement des dons. C'est une très bonne chose. Ça me donne la certitude que demain sera meilleur encore à aujourd'hui. La réussite de cette fête de retrouvailles est à l'actif du nouveau bureau installé en juin 2022. Et pendant ce temps, les Lopas de Parakou célèbrent eux aussi la fête de la chicotte, un moment identitaire qui a drainé un monde de curieux et d'inviter l'occasion pour les natifs de réaffirmer combien ils tiennent à leurs valeurs culturelles et cultuelles. Mikaël Nouati et nos compatis. Chez les Lopas, la tradition se perpétue de génération en génération. Ici, enfants et jeunes se flagellent. C'est la fête de chicotte, symbole de courage et de maturité. La cérémonie de chicotte, dit Kamou, est l'une des cérémonies irréprochables, reconnues, respectées et qui démontre l'origine et la vraie valeur de toute la communauté locale. Au son de la musique endogène modernisée, les sélectionnés ont fait montre d'une bravoure qui a séduit les invités. Aujourd'hui, je suis fier de voir des majestés venir de différentes contrées pour soutenir cet événement parce que l'Afrique a toujours soif de son histoire. Lorsque nous avons de jeunes pousses de 5 ans, de 6 ans qui pérennisent l'histoire, nous sommes encore fiers de se dire que l'Afrique est encore debout. Les Lopas, où qu'ils se trouvent, doivent prôner la paix et l'unité à travers cette fête. Nous sommes dans Parakou. Ce n'est pas chez nous. Mais quand vous êtes ailleurs, il faut prôner l'unité. Il faut que les Lopas cherchent à prôner l'unité autour de leur roi. Et c'est ça qui fera notre force. Par cette célébration, la communauté Lopa de Parakou démontre une fois encore qu'elle reste toujours attachée à sa tradition vieille de plusieurs dizaines d'années. Direction Qatar, non bien sûr, Qatar doit attendre un peu pour faire le tour hebdomadaire de la toile. À présent, cette semaine, toutes les attentions sont tournées vers le Qatar où se déroule actuellement la Coupe du Monde, notamment le but du joueur suisse en Malo contre son pays d'origine. Pendant ce temps, le réseau social TikTok, au cœur de vives critiques, sort de nouvelles fonctionnalités pour assurer les parents de ces jeunes utilisateurs. Les échos du web, c'est avec Stanislas Limpon. Ce n'est certainement pas le plus beau but de la Coupe du Monde,
Mais le but de Brielle en bloc contre le Cameroun au Qatar reste celui le plus commenté sur la toile. Et pour cause, le joueur sus a inscrit l'unique but de la partie contre son pays d'origine. Son refus de célébrer cette victoire est salué toutefois de nombreux internautes estiment qu'un Camerounais a crucifié le Cameroun. Loin des stades, TikTok dévoile enfin des outils de protection de ses jeunes utilisateurs. Critiquée de toutes parts, la plateforme a édité un guide de sécurité. L'application dispose par exemple d'un mode connexion famille où l'adulte peut lier son compte avec celui de son enfant en vue d'y contrôler les activités de ce dernier. Pendant ce temps, Twitter rétablit les prochains jours les comptes suspendus de la plateforme. Après un sondage lancé par son nouveau propriétaire Elon Musk, les concernés ont bénéficié d'une amnistie générale. Le peuple a parlé. L'amnistie débute la semaine prochaine. Les avis favorables s'évaluent à plus de 74%. Le richissime homme américain d'origine sud-africaine, Elon Musk, conclut que la voix du peuple est la voix de Dieu. Parmi les réhabilités, l'ancien président américain Donald Trump. Très attendu, l'homme n'a pas encore fait son premier tweet de comeback. Et pour être complet, on prend la direction du Qatar avec ces informations en bref. Information de la Coupe du Monde Qatar 2022. Après le match nul lors de la première journée, les Marocains ont battu cet après-midi les Belges. Victoire des Lions de l'Atlas 2-0. Allemands et Espagnols se sont neutralisés tout à l'heure. Score 1-partout. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur l'ORTB et bonne semaine à tous et à toutes. Le